Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est Claude Jarry-Desloges. Claude Jarry-Desloges, vous êtes astropsychologue, sophrologue, formatrice et consultante, Oui. spécialiste des astéroïdes, rien que ça. Et Bonjour oui. Claude. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et oui, quel panel, hein, spécialiste des astéroïdes. Il y en a tellement que c'est une passion, quoi. C'est une passion et c'est une autre lecture des événements et des informations. Alors justement, Claude, vous pouvez en quelques mots nous expliquer votre parcours, qu'est-ce qui a fait que vous avez atterri dans les astéroïdes? Ah, alors là, c'est une vaste question, hein. Oui, je vais y répondre, je vais essayer d'être le plus concrète possible. C'était dans les années 80, 81, 82. Euh, pour tout dire, c'est à la suite d'un gros malaise et d'une NDE, ce qu'on appelle une NDE. Et bon, j'étais déjà intéressée, puis j'étais déjà psychothérapeute, donc, mais j'étais déjà très intéressée par tout ce qui était symbole et tout ce qui était concordance avec les événements, etc. Et puis, j'ai fait cette NDE. Et là, ça a été, quand je suis revenue de cet événement extraordinaire, j'ai eu l'impression d'avoir un nouveau disque dur dans la tête. Parce que d'un seul coup, les planètes, les petites planètes, etc., me parlaient. Alors, allez savoir pourquoi. Bon, j'étais déjà, franchement, très intéressée par l'astrologie. Ce Alors que juste j'avais... une chose, Claude, Oui, NDE, c'est expérience de mort imminente, c'est ça, oui, hein? Pour oui, on juste dit... pour les téléspectateurs qui savent pas ce que c'est. Oui, oui, oui. Donc, On- en quelques c'est- mots, une expérience de mort imminente, c'est oui, c'est ça. d'expérimenter en fait la mort entre guillemets. Et puis, Oui. qu'est-ce que vous avez vécu brièvement? C'est le cadeau de la vie. Comment je l'ai vécu? Ben, je l'ai vécu d'une façon... il y a le malaise et puis d'un seul coup, on se retrouve ailleurs. Je suis pas passée dans un tunnel, non, pas spécialement. Je me suis retrouvée très 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 loin, très haut, etc. Et j'ai eu la curiosité d'observer comment j'étais en fin de compte, parce que de se retrouver d'un seul coup là, il n'y a pas de peur, il y a une ambiance tellement fabuleuse, extraordinaire. Alors, j'avais pas de doigts, j'avais pas de nez, j'avais des épaules très larges, et j'étais comme un cristal tout mou, comme un néon tout mou, etc. Et puis là, il se passe des choses assez fabuleuses, parce que cette sensation d'écoute, d'entente, de vibration, etc., de tourner la tête et de voir derrière. Derrière moi, il y avait vraiment une famille lumineuse, etc. Et puis, on a la tentation, on ne sait plus où on habite, quoi. On est dans quelque chose d'amour absolu. Et puis, j'ai entendu mes enfants, puisque j'avais deux enfants, je les ai entendus. Ils ont dit, qu'est-ce qu'elle a, maman? Et là, d'un seul coup, bah, le charme, je raconte pas en détail, hein, mais le charme, en fin de compte, a fait que bah, je suis revenue. Je suis revenue. Et là, par contre, pour revenir, je suis passée dans un espèce de cylindre qui aboutissait là au niveau des fontanelles. Là, ça a été très douloureux. Alors après, évidemment, après cette expérience, bon, on n'a plus peur, on n'a plus peur, on n'a plus peur. Peut-être de la souffrance des autres, oui, mais de la sienne, non. Et puis, il y avait cette chose fortement étrange où je me posais des questions auxquelles je n'avais même pas pensé avant. L'astrologie. J'étais intéressée, évidemment, par l'étude de tous ces symboles. L'astrologie, c'est bizarre. Sur l'Olympe, on parle de Jupiter, on parle de Mars, on parle de Neptune, Poséidon, etc. Mais où sont les femmes? Ah ben, il y avait la Lune, évidemment. La Lune pour enfanter. Oui, puis il y en avait une autre, Vénus pour le plaisir. Mais les femmes savantes, mais et moi qui avais une connaissance un peu, oui, qui était très très intéressée par la mythologie, mais où sont passés Junon, Cérès, etc., qui sont égalitaires sur le panthéon olympien. Donc ça m'a un petit peu intriguée et j'avais vraiment, en revenant de cette expérience, j'avais comme la mission de parler
Mais c'est vrai, hein, c'est totalement ça. J'étais poussée à, à enquêter pourquoi on ne tenait pas compte des grandes déesses. Ça, c'était étrange. Moi, de toute façon, la réponse, elle s'est imposée rapidement. Le monde astrologique dans les années 80, puis encore un peu, c'est un monde, j'ose le dire, même si je vais me faire remonter, etc., c'est pas grave, c'est un monde phallocrate. C'est-à-dire que depuis des siècles, en fin de compte, tout ce qui était astrologie, bah, en fin de compte, Cérès, tous les grands mythes féminins, au placard. On s'en occupait pas. Alors que de les réintégrer dans un système paritaire, où il y a les dieux, il y a les déesses, il y a Jupiter, il y a Junon, il y a Cérès, il y a Vesta, etc. Mais pourquoi pas? Donc j'ai osé. J'ai osé en même temps. Il y avait un autre astrologue connu aussi, Jean Billon, qui écrivait l'univers des astéroïdes. Alors nous avons pris contact et puis dans les années 90, j'ai organisé à l'Alpe d'Huez, où j'ai demeuré ensuite, j'ai organisé des congrès qui s'appelaient Rendez-vous des énergies humaines, terrestres et cosmiques. Il y en a plein qui croyaient que c'était EDF, mais non, c'était pas du tout ça. Et j'ai invité vraiment des astrologues très connus, Ruperti, Yvan Autenin-Gérard, il y avait Jean Billon, effectivement, il y avait Patrick Gianni, et j'en passe, Daniel Vega, etc. Et puis, il n'y avait pas que des astrologues, il y avait aussi des géobiologues, enfin, il y avait une soixantaine de thérapeutes. Et ce rendez-vous des énergies a duré pendant 10 ans, pendant une semaine, tous les ans. Alors là, j'ai pu parler avec, il y avait Jean Billon aussi qu'il fallait présenter, introduire aussi dans ce monde un peu, comment dire, observateur des astrologues qui ne veulent pas entendre parler du tout des astéroïdes. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est trop petit. Alors effectivement, là, je pouvais leur dire, mais il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Ah bah oui, c'est peut-être un de nos principes. Donc, je savais comment habilement introduire avec patience les astéroïdes. Et j'y suis arrivée. J'y suis arrivée parce que, bon, je suis pas la seule, hein, parce qu'aux États-Unis, parce que aussi, il y a Zan Bechstein qui a écrit sur Chiron. Et moi, quand dans les années 89 et 90, je parlais de Chiron à d'autres astrologues, mais c'est qui? Mais qu'est-ce que c'est? Oui, c'est encore une fantaisie. Mais non, ce ne sont pas des fantaisies. Parce que, justement, quand on étudie scientifiquement, parce que pour moi, je ne peux pas faire d'astrologie ou d'astropsychologie s'il n'y a pas la base astronomique avant tout. Donc, après, on étudie avec les symboles et puis on expérimente beaucoup, beaucoup avant de les mettre sur des thèmes. Il faut les étudier et tout. Mais pour moi, cette science vraiment, parce que là, on ne parle pas enfin, j'ai rien contre le tirage de cartes, mais enfin, c'est du concret, les planètes. C'est du concret aussi qu'il y a eu cet éclatement entre Mars et Jupiter, qu'il y a eu cette planète qui a été éclatée, quoi. C'est du concret. Et pour moi, avec tout le sens psy, etc., dont j'observe aussi les principes, un éclatement, si on va donner des symboles à Jupiter, à Saturne, etc., pourquoi ne pas observer cet éclatement que l'on porte aussi en nous, cette trace, en fin de compte, euh, de lieu, d'espace où rien n'est agréé, quoi. Tout est éclaté. Ça correspond aussi, quand on l'étudie d'une façon patiente, eh bien, à l'éclatement de quelque chose en nous. Alors, quand on observe donc l'histoire aussi de l'astrologie, eh bien, l'histoire de l'astrologie depuis le 19e siècle, 1800, même 1700, etc., les astéroïdes principaux, Cérès, Junon, Pallas, Vesta, ne serait-ce que ces quatre-là,
mais ils étaient déjà nomenclaturés, c'était déjà instruit, mais on n'en parlait pas. Mais quand Alors, vous parlez d'astéroïdes, Claude, vous parlez de planètes, c'est quoi, c'est exactement? Alors, c'est l'éclatement d'une planète. Alors, certains, d'aucuns vont la nommer Malona. Ça, alors là, ça va remonter aussi à des sources qui sont plus intuitives que scientifiques. Mais il y a eu réellement une planète entre Mars et Jupiter. Et les anciens, bien avant, appelaient ça le combat dans le ciel. Donc moi, en me penchant sur cet éclatement qui est symboliquement représente nos douleurs ou quelque chose qui n'est pas formé, eh bien, et puis en plus en donnant à chaque planète, enfin maintenant, Cérès, Junon, Pallas, j'en oublie une, Vesta, ce sont des planètes naines et elles ont maintenant une attribution par signe, c'est-à-dire que Cérès, c'est devenu la maîtresse du signe de la Vierge. Avant, c'était Mercure. Enfin, Mercure, qui lui multiplie tout, on savait pas quoi mettre dans la Vierge, donc on avait mis Mercure. Là, pour la balance, eh bien, la maîtrise revenait aussi à Junon. Junon, l'épouse de Jupiter. Bon, maintenant, il y a d'autres maîtrises, hein. Il y a Eris aussi dans la balance, plein de choses, puisque on ouvre une porte extraordinaire à la connaissance, à la science de l'astropsychologie. Et donc, oui, maintenant, depuis une réunion de l'Union internationale d'astronomie, Pluton, lui, a été déclassé comme étant planétoïde, transneptunien. Cérès, etc., elles ont été nommées petites planètes du système solaire, mais ça ne change absolument rien que Pluton soit déclassé ou qu'il soit planète ou planétoïde, etc. Ça ne change rien du tout dans la valeur de son message, qui est hyper important. Je le répète, dans notre système solaire, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Et à la limite, ceux qui m'en faisaient souvent la réflexion, mais oh, c'est trop petit, ça servira à rien. Ah oui? Et l'homéopathie, ça sert à rien? Enfin voilà, il faut savoir, mais il faut être patient. Alors, je Alors, crois par rapport à ces astéroïdes, comment vous faites le lien entre le thème et puis la signification de ces astéroïdes? Quelles sources vous utilisez pour avoir une signification par rapport à ces astéroïdes? je vais paraître prétentieuse, et je le suis certainement. Euh, c'est l'exercice, en fin de compte, c'est surtout l'observation de tout le sens qui est porté, le bon sens qui est porté par ces astéroïdes, ces corps célestes. Il n'y a pas que les astéroïdes, il y a aussi les centaures, etc. Mais mythologiquement, on a des bases. Et les bases de notre mythologie ont en fin de compte confirmé toute la psychologie occidentale. Quand on lit Jung, effectivement, quand on lit tout ça, ce sont des archétypes. Alors, ces archétypes n'étaient pas représentés avant. C'est-à-dire que on les trouvait nulle part. Moi, je m'y suis vraiment intéressée, mais d'une façon scientifique, on pourrait dire pro, etc. Et dès les années 90, j'enseignais déjà les astéroïdes, parce que je les avais mises en place, étudiées au niveau du symbole, au niveau de l'orbite, au niveau de euh, qu'est-ce que ça fait quand Cérès passe sur un soleil. Enfin, tout était c'était de longues réflexions, mais ça aboutit et ça fonctionne tellement bien. Maintenant, il y a aussi un autre courant, dont je fais partie aussi, qui s'appelle la micro-astrologie. Alors là, on rentre dans un domaine où on va compter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de petites planètes, microplanètes. C'est très intéressant. Mais on ne peut pas tout mettre, c'est pas possible. Par contre, dans les consultations, qui avec moi sont assez longues parce que je prends mon temps et justement, c'est comme il y a beaucoup plus d'éléments
pour, comprendre quelqu'un qui va être devant moi. J'ai beaucoup plus de matériel donc je prends mon temps et si par exemple quelqu'un me parle, où je découvre avec Cérès qu'il y a eu peut-être un empoisonnement ou avec Nessus qu'il y a du mensonge ou voire une agression et cetera. Hem, J'en déduis qu'il y a aussi un autre comportement qui peut être, nommé par un autre astéroïde. Ça, c'est un apprentissage et donc là, je peux chercher dans toute la bibliothèque que nous avons maintenant, tout au moins tous ceux qui pratiquent avec les astéroïdes et les transneptuniens, on a un vaste champ d'exploration et notre métier passionnant, c'est surtout de ne pas se restreindre dans la connaissance, de ne pas, d'oser aussi, dire: «Mais attendez, je crois avoir trouvé une solution» ou tout au moins: «Je crois avoir une information sur votre thème parce que telle planète est placée ici, avec un aspect différent» et cetera et ça fonctionne tellement bien. Alors je le répète, hein, il ne faut pas non plus, penser que je vais utiliser 2000 astéroïdes sur un thème. Mais les principaux aussi. Les principaux qui vont être, donc les principaux astéroïdes que j'ai déjà cités, mais il y en a d'autres. Il y a Astrae, il y a Atlantis, il y a Karma, enfin il y en a au moins une vingtaine que j'utilise d'emblée. Et puis, nous avons aussi le groupe des centaures. Ça, c'est fabuleux, fabuleux comme expérience, parce que le groupe des centaures, il y a 2 familles. Il y a la famille de Chiron, c'est-à-dire la famille bienveillante, christique, ou bouddhique et cetera. Donc il y a une famille de bienveillants qui donnent, comme Phobos et cetera. Puis à côté, on a une autre famille de centaures où là, vaut mieux changer de trottoir quand on les rencontre. Mais ils sont et au moment d'une naissance ou au moment de la création d'un événement, eh bien, ces centaures, les bons, les moins bons, ces astéroïdes avec leurs portraits, avec leurs couleurs, avec leur ombre et leur lumière, c'est présent. Ce qui fait que lorsqu'on a un thème à observer. C'est plus comme, bon, les planètes traditionnelles, c'est bien, c'est une base qu'il ne faut surtout pas réfuter. Mais quand on lit un thème simplement avec les planètes, traditionnelles, ah mais moi je peux pas, hein. Je peux pas. C'est exactement comme si on demandait à un médecin de revenir aux radioscopies. Alors que maintenant, on a des scanners. C'est vrai que l'étude d'un thème, ça et c'est pas si long et c'est pas vraiment, si ardu que ça. Il suffit de rentrer dedans, c'est tellement, génial. Mais quand j'ai un thème devant les yeux, c'est je le lis, je rentre dedans comme un scanner parce que justement, j'ai beaucoup d'informations. Alors évidemment, il faut Alors, accepter d'avoir beaucoup d'informations. oui. Alors, Claude, ça c'est sur la partie un petit peu technique entre guillemets avec donc les astéroïdes et toutes les variantes qui peut y avoir et justement cette précision parce qu'il y a beaucoup de planètes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc de la situation actuelle et de 2025 parce qu'évidemment on a organiser cette interview justement pour parler un petit peu des événements actuels, Oui. la situation Mondial. géopolitique, mondiale et les enjeux pour 2025. Alors, qu'est-ce que, d'un point de vue astrologique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la situation actuelle et la façon dont ça va évoluer? Oui, je peux dire. Je peux en dire. Alors effectivement, je ne vais pas prédire, mais on peut effectivement avec tous ces corps célestes, oui, enfin quand on voit l'ambiance. Je me souviens que la première fois, que j'ai, interpellé vraiment pendant une conférence, mais les auditeurs, enfin les personnes qui étaient présentes, c'était en décembre 2019.
parce que bon, j'ai un certain culot, quoi, pour rentrer enfin, une certaine expérience, on va dire plutôt, pour rentrer dans un thème. Je ne prépare jamais, jamais, ni un thème individuel, ni un thème de conférence, ni un thème mondial collectif. Je fais des vidéos tous les mois sur une chaîne, etc., où j'explique l'ambiance du mois, au moment de la pleine lune. Mais pour revenir à cette expérience qui a été vraiment très surprenante et qui a déterminé aussi toutes les personnes qui ont pu écouter, mais c'était vraiment d'une précision incroyable. Nous sommes en décembre 2019 et je fais une conférence qui justement, dont l'objectif était d'expliquer l'ambiance de l'année 2020. Alors, je suis devant l'auditoire, je regarde derrière moi, comme je prépare rien, je rentre directement dans la lecture de la carte du ciel qui était derrière moi. Et je commence à dire, oh, qu'est-ce que c'est que cette année où il y a du poison? Qu'est-ce que... Oh, alors là, pour les voyages, c'est radical. Tous ceux qui ont des projets de voyage, il va falloir revoir la situation. Et je continue et je décris vraiment l'ambiance de l'année 2020 et des suivantes. Donc, quand j'ai eu terminé donc cette démonstration, il y en a qui se sont levés, qui sont venus me voir, ils m'ont dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu as raconté? On n'est pas prisonniers, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais j'y suis pour rien. C'est ce que les planètes et les corps célestes complets racontent. Bon, bah quelques mois plus tard, ils avaient tous compris. Alors pour dire, oui, effectivement, l'ambiance d'une année, moi je me base sur la naissance de l'année. Donc je me base, et ça fonctionne toujours, ça je le fais depuis toujours pratiquement, mais c'est de plus en plus compliqué, parce que c'est de plus en plus hard, et c'est de plus en plus agressif, et c'est de plus en plus dans la manipulation. C'est lourd. Parfois, même quand je fais mes vidéos de pleine lune, euh, ce que je peux voir comme aberrance, comme incohérence, ça bloque un peu. Mais mon travail, et puis ce à quoi je me suis engagée, c'est de dire, sans prédire, mais d'analyser la situation. Alors, il est vrai que depuis, grosso modo, une dizaine d'années, Euh, il y en a qui s'accrochent en disant oh là là, Pluton, quand il va quitter le Capricorne, oh là, ça va être bien. Oui, mais il faut penser exactement au message des planètes. Bon, je répète, toutes les planètes ont un message ombre et lumière. Mais Pluton, bon, il va falloir s'y accommoder. Il faut surtout pas se braquer avec Pluton. Alors il y en avait plein qui disaient oh Pluton, quand Pluton va quitter le Capricorne, on va être libre. Bah non, Pluton, c'est vraiment la planète ou le planétoïde pour être juste dans le langage, dans le vocabulaire, c'est celui qui détruit avant de reconstruire quelque chose. Donc pour moi, et puis certainement pour d'autres personnes aussi, bah, pour moi, Pluton qui rentrait dans le Verseau comme il l'est depuis quelques mois, c'est privation de liberté. C'est uranien, enfin, c'est comme une conjonction d'Uranus, la bombe, et Pluton, le plutonium. C'est vraiment un gros souci mondial. Donc là, Et vous parlez de la situation effectivement en 2020, 2021. puis, depuis Euh, une dizaine, non. Alors, Pluton est rentré dans le Verseau au courant de l'année 2024. Ça n'empêche pas qu'il a toujours eu un impact de destruction depuis moi je dirais, minimum 10 ans. Parce que quand on voit, évidemment, quand on est astro, eh bien, on va tirer les thèmes par, euh, de l'année 2025 et l'année 2026, en espérant toujours voir quelque chose qui va s'améliorer, comment les planètes entre elles, elles vont discuter ou pas, comment elles vont s'aider ou pas, comment ça va être solidaire, comment des messages toxiques vont être diffusés. hmm.
Claude, si ça vous dérange pas, j'aimerais qu'on avance un petit peu sur la partie 2025 parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Vous m'avez montré tout à l'heure un schéma où vous avez fait la carte de 2025. Est-ce que vous voulez nous la montrer? Ah oui, oui. Alors ce schéma, donc je l'ai fait tout à l'heure, je précise que je n'ai pas tracé les aspects, c'est-à-dire les dialogues entre les planètes, parce que sinon on verrait rien du tout, parce que là c'est vraiment chaotique. Nous sommes dans une période de chaos, et pour longtemps. Alors, voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, c'est... Oui, si vous pouvez le mettre un petit peu en arrière, on verra plus. Encore un oh, peu, montez-le, montez-le. Encore un peu, montez, montez, montez. Encore, complètement. Voilà, donc ça, c'est le thème 2025, c'est ça? oui, au 1er janvier 2025 à 0 heure 1 minute. Pour la Voilà, je pense que c'est bon. Les téléspectateurs ont vu cette carte qui est assez complexe. Alors, c'est bon, vous pouvez la sortir. Alors, elle est complexe. Elle est complexe parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Oui. Mais moi, c'est pas complexe du tout puisque c'est un langage. Mm. Universel. Il y a des choses qui apparaissent immédiatement Ouais, parce que je vais utiliser donc d'autres planètes que la tradition. Donc, il y a des éléments qui sont forts et c'est surtout au niveau d'un horoscope collectif. Il faut surtout se pencher sur les planètes du collectif, c'est-à-dire à partir de Jupiter, etc. Bien observer l'observation aussi des transneptuniens qui sont des grosses planètes avec des orbites de 300 et quelques années. Donc on rentre là dans un langage, une source incroyable. Alors pour 2025, euh, il y a une grosse planète qui s'appelle Eris. Alors Eris, elle a un orbite de 500 ans. Elle est rentrée dans le signe du bélier à peu près au début du siècle dernier, on va dire au moment de la Première Guerre mondiale. Elle reste dans le bélier jusqu'en 2048 et Eris, c'est le conflit. Eris, c'est vraiment, je répands mon venin et on dit dans des textes mythologiques que Eris parle en disant je jouis de sentir et d'entendre les plaintes des mourants sur les champs de bataille. C'est grave quand même. Cette planète-là, elle est en relation avec justement avec Pluton depuis des années. Depuis, on va dire, à peu près 6 ans. Donc depuis à peu près 6 ans, ça éclate de partout. Il y a toujours eu des conflits. Mais là, il y a une pression qu'on va encore avoir cette année, l'année suivante, etc. Bon, si on étudie aussi, il y a une grosse autre planète qui nous apporte un message essentiel. Elle a une orbite monumentale. Mais il faut tenir compte elle est porteuse tellement de messages pour l'année 2025 et puis aussi pour les autres années, parce qu'elle a une orbite de 11 700 ans. C'est-à-dire qu'elle revient en périhélie, proche de la Terre, que on va dire grosso modo, tous les 12 000 ans. En ce moment, cette planète qui s'appelle Sedna, elle porte un message très très profond. D'aucuns vont dire que c'est aussi le cycle de l'Atlantide ou de l'effondrement de beaucoup de choses qui se sont déjà passées sur notre planète. Et là, elle est revenue. Elle est revenue depuis quelques mois et années, hein, évidemment. Depuis les années 50, elle rentre en péril. Et le message de Senna, c'est arrêtez d'être victime et bougez-vous. Sortez, sortez de hurler, non, je ne serai plus jamais victime. Peut-être, peut-être qu'elle nous rappelle justement des événements dépassés qu'on avait oubliés. Mais astrologiquement et astronomiquement, elle est là pour nous dire, eh oh, vous avez oublié? Alors ça, je vous donne deux, trois comme ça traits de caractère. Il y a Saturne, les obligations. Les Saturne, qui est une planète de la tradition, évidemment, qui représente le juge, les gouvernements, tout ce qui est un peu dur, mais qui est solide et qui est policé.
Bah, Saturne, depuis 2 ans, cette planète de structure, de solidité, elle est conjointe à quelqu'un, à un bad boy qui empoisonne la vie. Elle est conjointe à justement un astéroïde du groupe des Centaures qui s'appelle Nessus. Nessus, c'est celui qui fait mal, hein, c'est celui qui ment, qui baratine, qui nous empoisonne la vie. Alors du poison, il y en a plein dans le thème de l'année 2025. On a Circé aussi, Circé l'empoisonneuse. Circé, elle est aussi rentrer dans la constellation des poissons. Et déjà, la constellation des poissons, c'est un peu chaotique. C'est merveilleux quand on a la foi. Mais si on n'a pas la foi, c'est c'est chaos, c'est flou, c'est des tempêtes. D'ailleurs, des tempêtes. Des tempêtes au niveau du peuple, il y en aura beaucoup. Mais des tempêtes aussi au niveau du climat. Mais ce qu'on a cette année, ce qu'on a eu cette année, oui, ça a été grave hein, dans beaucoup, beaucoup de pays, mais ce qui nous attend l'année prochaine, ça va être des débordements, des irrégularités incroyables. Mais tout ça, ça fait partie du message de la traduction, du décodage des planètes et des transneptuniens qui sont sur le thème. Alors, il y a aussi la position de la Lune qu'il va falloir observer. Les thèmes pour notre hexagone, par exemple pour la France, le Soleil est toujours, évidemment, puisqu'il ne bougera pas, puisque c'est toujours le 1er janvier, le Soleil est toujours à 11 degrés du Capricorne. Ça, c'est sûr. L'ascendant est toujours, tout le temps, ascendant fin Vierge. Donc, quelque part, de la Terre, oui. Ce qui est intéressant à visualiser, c'est le peuple. C'est l'émotion du peuple. C'est la colère, la communication du peuple. Ah oui, eh bien, cette année, pour rentrer dans l'année 2025, on va être en nouvelle lune Capricorne, d'où restriction un petit peu, on va dans la solidité des choses, mais dans quelque chose, on est un peu des ermites, hein? Dans la solitude, il va falloir justement contrecarrer cette solitude en allant dans le domaine du Verseau, du Poisson, etc., où il se passe plein de choses. Alors, cette année, en plus, ce qui est intéressant dans tous les thèmes collectifs, c'est d'observer comment les luminaires, c'est-à-dire le Soleil et la Lune, sont aspectés ou ils sont accompagnés. Ah, bah là, justement, euh, la Lune, cette année, qui est à la fin, elle est à 25 degrés du Capricorne, elle est conjointe à Pluton. Les complications, la toxicité, les manipulations, les privations de. D'accord. Elle est conjointe aussi à un autre centaure. Je suis désolée pour les familles des centaures, mais un gros rocher, quoi. Qu'est-ce que je dis, un rocher, une planète, quoi. Elle est conjointe à Amicus. Ah, c'est qui Amicus? Ben, Amicus, c'est le dieu du massacre. Donc, il y en a déjà pourtant beaucoup des massacres. Mais là, pour prévoir l'année 2025, il faut entendre le message des planètes, le peuple, la lune, le ressenti de la population mondiale. C'est conjoint à Amicus. Amicus, qui est une figure de terreur. Il y en a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. Et puis même, voilà, il y en a. Eh bien, là, il y a quelque chose de précision. Et puis, c'est conjoint aussi à une autre sale bête, on va dire. C'est Arwan. Arwan, le dieu de la vengeance. Non, ouais, non mais voilà. Quant à notre soleil, qui est situé donc à 11 degrés tous les 1er janvier, cette année, il est, il est entouré par plutôt des planètes de solidarité. Donc un soleil en Capricorne, entouré par Eros, Eros qui va se trouver à 4 degrés,
Eros, c'est le dieu de l'amour. C'est Dieu. C'est pas le Dieu qu'on va mettre dans des chapelles, c'est Dieu, la divinité en nous. Hein. Même ceux qui... Voilà, c'est Dieu, notre parcelle divine. Il est entouré aussi par Quar. Oh, que je l'aime celui-là. Quar, c'est un galactique. Tiens, 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 un galactique. C'est un galactique qui a pour message de revenir sur Terre et de réunir les règnes, le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. Bon, normalement, il devrait essayer de, de, d'amener l'humanité à retrouver ses règnes, mais il a bien compris. Donc, quelque part, Quahar, il est là pour remettre de la joie et de la solidarité, mais de la joie et de la solidarité en étant chaman, quoi, en s'occupant de la terre, de la nature, des cristaux, de la foi, et de danser, de chanter. Ça va être une porte ouverte pour aller mieux dans le contexte de tout ce chaos qu'on a pour 2025. Et puis, le soleil, il est conjoint à une grande déesse. Une grande déesse dont moi c'est peut-être la première qui m'a intéressée comme astéroïde, c'est Pallas Athénée. Pallas Athénée, la raison, le sérieux, l'androgynité, le côté je m'inspire, c'est la première dans l'histoire de notre humanité. Il faut savoir que c'est la première impératrice du monde. C'est quelqu'un c'est la fille de Jupiter. L'émancipation, la liberté, c'est la guerrière pacifique. C'est fabuleux. Elle a accès au plan tellurique, terrestre, les pieds sur terre, mais elle est carrément branchée aussi avec les galactiques. Il y a vraiment quelque chose qui parle, je ne vais pas pouvoir vous raconter tout, mais dans les, les aspects les plus audacieux et les plus lumineux de l'année 2025 et surtout des années 2030, etc., il y a des nouveaux contacts. Je ne pense pas que ces nouveaux contacts vont vraiment être bien reçus, réceptionnés là dans l'année 2025, parce que Mercure, qui est le grand communicant, Mercure, il est à 20 degrés du Sagittaire, donc on se dit, oh, Mercure, 20 degrés du Sagittaire, c'est bien, on va voyager. Hum, il y a peut-être intérêt à préparer les voyages le plus rapidement possible, parce que au cours de l'année 2025, Mercure est bloqué, il est opposé à Jupiter. Hum, Ça, c'est pas bon. Mercure, il est même carré à Saturne. Donc, on va peut-être nous rejouer un épisode pas tout à fait sympathique. Mercure, comment je vais bouger? Pluton qui est rentré en Verseau, privation de liberté. Mon conseil, si on veut bouger, il faut s'y prendre avec intelligence. Parce que cette planète Mercure, elle est carrée aussi à Orcus, les peurs de bouger. Orcus, c'est vraiment un transneptunien qui fait peur. C'est comme un ogre. Mais les peurs, ça n'existe pas. Les peurs, c'est une invention du mental. Donc si on tombe dans la perversité d'Orcus, on a peur, on bouge plus, on est paralysé. C'est une année où ceux qui n'ont pas peur vont pouvoir libérer Pallas Athénée, Quahar, toutes les références de lumière et d'instruction et d'amour aussi, puisque Héros est à côté du soleil. Mais ceux qui vont avoir peur de bouger, c'est pas bon. On est prisonnier, on est malade. Il y a Circé, l'empoisonneuse, qui est en action. Il y a Nessus, le violeur, violeur, voleur, menteur à côté de Saturne. Donc, si on écoute, bon, je vais peut-être me faire réprimander, mais si on écoute n'importe quoi, n'importe quand, tout ce qui va être dit et qui va être insufflé aux médias. Si on écoute, on va être terrorisé. Parce que effectivement, sur Terre, il y aura de la terreur, avec Amicus, Lune, etc. Il y en aura. Mais il ne faut pas tomber
dans ce piège de grande manipulation. Effectivement, Mercure va être opposé à Jupiter, effectivement, il va être carré oui, à Saturne et à d'autres choses, et à Orcus. Et puis, on peut parler aussi de Vénus. Bon, Vénus, rien à voir avec l'amour, hein. Mais alors, rien. Enfin, l'amour tel que moi, je le mets dans mon cœur. Vénus, c'est l'amour pour soi. C'est bien, il faut d'ailleurs s'aimer, mais c'est un peu égotique, hein. Donc, c'est ce qui me fait plaisir. C'est pas ce qui te fait plaisir, c'est ce qui me fait plaisir. Alors, Vénus, bah, cette année, donc, elle est créative. Vénus, c'est le confort d'être avec d'autres, etc. Mais toujours avec un ego. Il y a toujours un, ouais, c'est moi, c'est Vénus, je suis bimbo, quoi. Alors, cette belle Vénus, elle est au début non, elle est à la fin du Verseau. Elle est à la fin du Verseau, à 28 degrés du Verseau. Donc, Vénus, elle a, là, ici, une Vénus en Verseau, qu'est-ce qu'elle va aimer? Elle va aimer être libre. Elle va aimer être indépendante. Indépendante, elle a un côté de Che Guevara. Oui, mais juste sur Vénus, on a Damoclès, l'épée de Damoclès. Ce qui veut dire, donc l'épée de Damoclès va être à 28 degrés du Verseau, pile sur Vénus. Et ce qui veut dire, c'est que si on ne reprend pas notre pouvoir, même d'une façon individuelle, si on ne reprend pas notre pouvoir de libération, de liberté, d'authenticité, euh, bah, l'épée de Damoclès, elle tombe, hein. Ça va être, ça va être intéressant, hein, mais surtout qu'il y a un... Vénus, elle va être un peu... donc, qui représente un peu le bonheur, hein. Bon, ben, c'est le bonheur qu'on voudrait avoir. Mais cette Vénus, elle va être inspirée par la grosse planète dont j'ai parlé en premier, par Eris, le combat. Alors il va falloir donc combattre pour retrouver des libertés. Ça fait pas un pli. Il y a aussi tout ce côté fratricide dans les peuples. Waouh! Les inondations dont je parlais tout à l'heure, on a là une planète, une grosse planète transneptunienne qui s'appelle, alors il y a toujours des noms avec les nouvelles planètes, puisque de toute façon à la NASA ils ont épluché, ils ont donné voilà tous les noms des dieux et des divinités grecques, c'est fini, il y a tellement d'autres découvertes. Alors cette découverte c'est Kong Kong. Kong Kong, c'est un dieu asiatique, avec un nom pareil, je ne vous étonne pas. C'est celui qui dévaste par l'eau. Mhm. Alors c'est l'ingénieur hydraulique, c'est-à-dire que s'il y a de la sagesse sur la terre, oui, il va pouvoir calmer sa colère. Oui. Gong Kong, il est à côté de Prométhée, il est au début du Poisson, pas très loin justement de Vénus et Damoclès. Donc il y a aussi là un gros paquet à gérer. De toute façon, c'est dans les signes du Capricorne, du Verseau, du Poisson, que les choses vont vraiment se passer d'une façon déterminée, hein. Alors, dans le signe du taureau, on a encore cette année, on a encore Uranus, qui est dans le signe du taureau depuis quand même plusieurs années, et qui cause des fractures et des bouleversements financiers. Uranus, c'est le poids des mots et le choc des photos. Il est situé depuis des années dans un contexte où on parle de patrimoine, on parle de bourse, on parle d'argent dans le taureau. Mais là, en fin de compte, cet Uranus, il veut nous dire des choses. Il veut nous dire, mais voyez différemment la façon dont vous utilisez vos gains. Voyez différemment, observez les finances. Il y a quelque chose de fondamental que vous n'avez pas vu. Il y a... alors attention, il faut se dépêcher parce que 2026, Uranus, il sera passé en Gémeaux. Mais là, il y a encore des choses à approfondir sur un mode finance. Il faut oser voir
comment on va pouvoir, peut-être guérir cette lune qui va avoir faim. Il y a des pays où on aura vraiment faim. Cérès, elle est à côté de Pluton. Il y aura des maladies aussi, par manque d'hygiène, plein de choses comme ça. Donc, oui, je suis vraiment pas un prophète de bon augure, hein, là, mais je décode. Je peux pas m'interdire de dire les choses, c'est pas possible. Surtout qu'Uranus, il faut aussi étendre un peu nos visions, hem, astro, psycho, astrologues, et cetera. Il y a les étoiles derrière. Et quand, des planètes du système, d'un système que ça soit des planètes rapides, mais surtout des planètes lentes et collectives, touchent la même position que des étoiles, il faut faire attention. Et là, cette année, Uranus sera dans le 24e degré du Taureau, ok, et juste derrière, eh bien, dans les galactiques, il y aura l'étoile Algol. Hmm. Algol, c'est pas une étoile bienfaitrice, hein. Elle prévoit des choses qui sont pas calmes du tout. Et puis il y aura les Pléiades aussi hein, pour l'année prochaine, mais pour cette année, c'est Algol. Donc tout ça, c'est intéressant, c'est captivant, c'est génial. Mais encore faut-il comprendre les messages et les mettre en lumière et les diffuser. Encore faut-il aussi qu'on ait de l'auditoire qui entende tous ces protocoles et toutes ces analyses. C'est pas évident, c'est pas toujours évident. Bon, je sais que dans les vidéos, j'ai de plus en plus de personnes maintenant, il y a une espèce de pédagogie depuis des années où je parle de tous ces corps célestes, ça s'établit très bien. Et puis, sur un thème individuel, c'est une lecture directe, quoi. Mais pour du collectif, alors il y a Mars. Mars, dieu de la guerre. Faut pas l'oublier, celui-là non plus. Il est à 2 degrés du Lion, pile en face de Pluton, pile en face de Amicus. C'est-à-dire il y a une espèce de complicité entre ce dieu de la guerre, 2 degrés du Lion, et Pluton, 2 degrés du Verseau, Amicus, 2 degrés du Verseau. Waouh, la Lune qui est pas loin. Donc, euh, donc, j'en viens à dire que c'est une année peut-être encore un peu plus émotionnelle, encore un peu plus dangereuse que l'année dernière, que 24, quoi. Il y a du danger, il y a des armes, ça pète de partout. Mais et la Terre aussi, elle manifeste avec Hong Kong, avec les... Et voilà, il va falloir faire vraiment attention, être prudent. C'est difficile d'être prudent quand on a Uranus, là, qui est en direction d'Algol. Enfin, c'est... Alors attention aux mensonges qui vont venir des pouvoirs, puisque Nessus est sur Saturne. Et Nessus est carré à Mercure. Donc il y a plein de choses, il y a plein de choses. Il y a une planète aussi avec un nom fort étrange, mais je profite de cette interview aussi pour le dire, parce que c'est une planète qui va nous resituer d'une façon personnelle. C'est une planète d'un dieu, elle porte le nom d'un dieu de l'hémisphère sud, c'est Makemake. Makemake, c'est le cyclone. C'est-à-dire que le seul endroit où on va être tranquille, hein, c'est justement dans l'œil du cyclone. La signification de l'œil du cyclone, c'est on reste, on s'occupe de soi et on s'aime, on se respecte. Sinon, on est éclaté. Et ce maquet, il est à 11 degrés de la balance, il est conjoint à la lune noire, il est conjoint aussi au nœud sud, donc on est en train, il y a des espèces de cyclones collectifs, peut-être justement des guerres ou des cyclones aussi, des tornades, qui vont inciter et qui reviennent du passé. Mais de quel passé s'agit-il? Là, on a évidemment le message de Setna, l'Atlantide, mais Setna, elle va rester à cet endroit-là au début du Gémeaux très très longtemps. Mais elle nous prévient. Elle nous prévient. Et là, moi, je n'ai pas
du tout j'ai pas la main pour dire comment va réagir Senna. Je suis pas les planètes, je les interprète avec le plus de sérieux et de détermination possible, parce que je, Du coup, si je comprends bien, Claude, vous êtes en train de dire qu'il y a une sorte de convergence avec au moment de l'Atlantide, au niveau des planètes? oui, oui, absolument. Absolument. Et bah oui, puisque cette planète, quand elle quitte la périhélie, donc le périmètre de la Terre, elle retourne aux confins du système solaire et elle y reste pendant 6 000 ans. Puis après, elle revient. Et quand elle est comme ça, mais ça fait déjà 50 ans qu'elle est là, hein. Mais quand elle y est et qu'on voit aussi autour de cette planète qui nous alarme, eh bien, quand on voit ça, on voit que en même temps qu'il y a tous ces conflits, qu'il y a ce Hong Kong, qu'il y a Eris, qu'il y a... Waouh! On dit là, franchement, au niveau du peuple, et puis c'est surtout la Lune. La Lune, c'est comment les peuples vont-ils vivre cette année? Hmm. Ben, il y a Amicus, il y a de la folie, il y a, franchement, bon, Neptune est encore en Poisson et il est avec justement cette petite planète qui s'appelle Circé. Alors Neptune, c'est la frontière entre le Soleil, notre système solaire traditionnel, et après Neptune, on appelle ça les transneptuniens, évidemment, mais il y en a beaucoup. Et ce sont les transneptuniens, donc le premier, ça va être Pluton, qui nous donnent l'ambiance euh, enfin, l'ambiance, oui, c'est ça. Au niveau du collectif, comment ces planètes si éloignées, qui ont des orbites lointaines, elles sont en train de nous apporter des messages. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, il y a plein de planètes qui sont des transneptuniennes, qui sont en train de changer de constellation zodiacale. La signification. Puisque quand une grosse planète, par exemple, comme Senna, Senna dont on parlait, l'Atlantide, elle était dans le taureau. D'ailleurs, on l'a pratiquement tous de naissance, ou fin bélier, ou en taureau. Là, cette année, elle passe en gémeaux. Nous avons une autre planète qui s'appelle Oméa. Oméa qui est l'accouchement de quelque chose. Mais ça peut être violent. Mais elle veut aller vers la lumière. Elle veut vraiment s'élancer dans quelque chose. Elle en a marre d'être enfermée dans les enfers. Oméa, elle est dans le premier degré du Scorpion. Qui c'est qu'on a encore? Enfin, ça y est, j'oublie. On a Mars qui change de constellation. J'en oublie, j'en oublie. Ah ben, on a Pluton. Pluton et Amicus qui quittent euh, le Capricorne et qui vont dans le Verseau. On a Neptune qui quitte le Poisson, qui va dans le Bélier. Cette année 2025, il va falloir quitter des vieux challenges. Il va falloir quitter des vieilles prises de vue, élargir justement la science, la, les découvertes, ouvrir le cœur, évidemment, ça c'est clair, mais regarder différemment la vie, observer. Je crois qu'il y aura aussi un grand message avec Chiron, Chiron qui est toujours en bélier, Chiron qui est le monde aussi spirituel, le monde animal, les animaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment on s'accroche aussi aux petites vidéos, aux petites capsules qui parlent de petits chats. Hein? C'est clair, tout le monde a besoin de cette tendresse. Le monde des animaux, il est instinctuel. Nous, on est compliqué, on est très compliqué. Il y a un message à observer du monde animal. C'est clair, c'est absolument clair. Et puis, un message à observer de ce qu'on ne connaît pas encore, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'il y a après ce système solaire. Quand on voit justement Quar, Quar dans la légende, donc Quar qui est une transneptunienne, hein, et Quar qui va être à côté du Soleil pour l'année 2025. Quar, dans les peuples aussi de l'hémisphère sud,
Quar, c'est un galactique. Il est descendu du ciel, il est habillé tout en or, et puis il vient, il danse, il chante, il essaye de remettre de l'ordre dans le monde. C'est un vrai chaman, quoi. C'est pas mais il y a des messages là où on peut ouvrir le cerveau. On peut peut-être voir les choses différemment, sans tomber dans le folklore, Mm. évidemment. Alors Claude, on approche doucement la fin de cette interview. Qu'est-ce que, sur la base de ce thème 2025, qui a l'air quand même assez chaotique et, je dirais pas apocalyptique, mais presque, en tout cas un Ouais. passage compliqué, quelles recommandations vous donnez à nos téléspectateurs par rapport à cette année et quelles sont les principales choses que vous recommandez? La première la première, ne pas avoir peur. C'est l'injonction vraiment, si tout le monde pouvait entendre ne pas avoir peur et on va être testé dans beaucoup de domaines. Ne pas avoir peur, être solidaire. Même entre, différentes fonctions, thérapeutes et cetera. Là, en ce moment, les choses vont mal. Même là, on est novembre, non, on est octobre 2024. Bon, les choses vont mal depuis des années. L'année prochaine, il va falloir être encore plus solidaire. Hem, Ne pas compter sur, comment dire? Les promesses futiles et cetera puisque le menteur là, il est avec Saturne. Ne pas écouter n'importe quoi et s'écouter au niveau du cœur puisque Mackay nous dit: «Mais écoute ton cœur et puis regarde les autres, cette population qui va être en souffrance». Mais il y en a déjà beaucoup. Mais c'est la solidarité, ne pas avoir peur, être, révolutionnaire? Je sais pas, c'est pas sinon on va rentrer dans un schéma encore de guerrier et cetera, mais être libre chacun dans des groupes, se réunir avec, ce tonus de la liberté. Maintenant il y aura suffisamment de guerres. Il y en a déjà plein. Si la rébellion, le côté de Che Guevara, il faut qu'il soit personnel. Il faut que chaque personne, là aussi, même au niveau de Junon, les relations avec l'autre, ça va pas être facile au niveau individuel. Non, c'est pas facile. Donc, première chose, ne pas avoir peur. Deuxième, essayer de mettre en place le plus rapidement possible des stratégies, puisque la grande stratège, Pallas Athénée, elle est sur le soleil. Donc des stratégies familiales, des stratégies de voyage, des stratégies d'écriture, mettre en place maintenant des stratégies avec émancipation, aventure, quelque part, c'est ce côté guerrier pacifique qui est représenté par Pallas Athénée. Il y a- et c'est presque, euh, c'est pas une obligation, mais c'est un grand conseil. Soyez stratège de vos vies. N'ayez pas peur, résistez, mais ne créez pas spécialement de guerre. Il y en aura suffisamment déjà avec ce Mars qui va faire éclater Pluton et Amicus. Restez l'ouverture sur aussi le monde spirituel. Chiron demande, ça fait des années qu'il demande, mais observez euh, la divinité en vous. Si on pouvait comme ça semer des graines dans chaque cœur de tout le monde, ça irait certainement mieux. Je ne pense pas que les guerres s'arrêtent, ça c'est clair. Ça serait utopiste de vous dire ça, qu'est-ce que ça serait bien. Mais non, ça, on n'est pas encore sur la Belle Bleue, hein, ou la Grande Verte, je ne sais plus. Voilà, mais c'est ça, en fin de compte, on est dans une des années d'effondrement. Donc, c'est un avertissement, mais il y a déjà eu plein de choses qui se sont effondrées. Au niveau des finances, au niveau de la liberté surtout. Là, pour moi, la chose où il faut porter beaucoup de vigilance, c'est nos libertés. Mais tout le monde se plaint.
Ah, ben j'ai putain, on m'a baissé ma retraite. Tiens, bah ça augmente. Bah oui, mais personne bouge. Vous n'avez pas observé? Depuis des années qu'on nous mène par le bout du nez et personne bouge, tout le monde pleure. Oh, mais j'ai peur. Ah bah oui, mais tant qu'on a peur, c'est terrible à dire. Je Est-ce que veux vous pas. voyez un potentiel de guerre civile, Claude, dans ce thème? Ah ouais. Pas pour le début de l'année. Mais de toute façon, ce qu'on peut voir, puis même au travers de tous les mois qui arrivent, guerre civile, c'est peut-être le mot guerre civile me choque un peu les tympans, mais tout au moins des manifestations violentes avec des opinions qui vont être totalement contradictoires et des gens qui vont même se contredire. Même des partis, bah, d'ailleurs ça a commencé, hem, c'est le chaos. Nous sommes dans un chaos. On peut le dire, c'est et il y a une planète qui s'appelle Chaos, tiens, je l'ai pas mise, je sais pas exactement où elle est, je l'ai pas Il y a un certain nombre de gens qui parlent d'une destitution potentielle à un moment ou un autre de Macron. Comment vous oui. voyez-vous potentiellement une destitution de cet homme? Oui, avec Mercure qui est carré justement à Saturne et à Nessus, il y a, bah, comment dire, le peuple, là, qui va être à côté d'Arwan, etc., va prendre une stratégie, je ne sais pas si vous voyez, Oui. hein, va prendre une stratégie, je vais le dire d'une façon très familière, ras-le-bol. Et je vais le dire d'une façon, il y en a marre. Mais derrière ce geste de destitution, on n'est pas sorti du chaos. Là, pour 2024, ce chaos, il est bien géré. Il est bien géré. Mais maintenant, là, la Lune qui est à côté du Soleil, on est en nouvelle Lune pour toute l'année. Donc, on va concevoir des choses pour casser la figure à Saturne. Puis à Jupiter un petit peu aussi, puisque non, mais là, c'est un jeu de mots, hein. Donc, je Heu, traduis, ce serait des plans un peu plus concrets, potentiellement venant du peuple ou des agriculteurs ou d'autres catégories qui ah pourraient oui, faire avancer les choses, c'est ça? les agriculteurs, oui, parce que l'agriculture, elle est là. Ici, je ne sais pas si vous la voyez, c'est Cérès, la déesse de l'agriculture. Cérès qui est aussi celle qui donne à manger. Elle est en Verseau et elle est à côté de Pluton et elle est à côté aussi d'Amicus. Donc Pluton, Amicus, etc., c'est des bon, c'est volcanique quoi. Mais Cérès, elle est à côté et Cérès représente le monde de l'agriculture. Donc on voit que le monde de l'agriculture, là, on l'a berné l'année dernière. Eh ben peut-être que là ils vont manifester d'une façon peut-être un peu plus Brutal. oui, hein, des voilà, parce que l'année dernière, c'était sur le monde entier. Ça a commencé au Canada, on attendait les charrues partout et puis de ce coup, ça fait comme un soufflet, plouf, il y avait plus rien. Flambi. OK. Maintenant, comme Uranus est toujours dans, la Terre, dans du Taureau, bah, là, en plus, l'année dernière, ce qui a été un peu décevant, c'est que le peuple les gens, tous les gens étaient OK pour être derrière les agriculteurs. Il n'avait très personne, j'ai jamais entendu dire: «Oh là là, les agriculteurs», non, au contraire, il y avait un soutien et malgré ce soutien, le mouvement s'est arrêté et ça a été très décevant parce Est-ce que que vous pensez peut-être que c'est parce que les Français n'ont pas subi encore jusqu'à l'os les difficultés pour réagir? Est-ce qu'on exactement. n'est pas arrivé au fond du fond finalement? Non, exactement, vous avez totalement raison, j'ose le dire, bon, je voyage, assez. J'aime ça, j'aime parce que j'emmène aussi des étudiants enfin, sur les lieux, dans les temples pour faire des cours et tout. Bon, donc je vois comment ça se passe à l'étranger et quand je rentre en France, je constate que quand même la France,
c'est non seulement un beau pays, mais on a la sécurité sociale, on a plein de choses, mais on nous grignote de plus en plus tous nos acquis, un par un, jour par jour. Donc, c'est c'est trop difficile à accepter. Mais il y a plein de gens qui acceptent. Donc, c'est l'agriculture, c'est la nourriture. Et puis nous, en bon français européen, on aime manger, attention. Et là, il va y avoir comme une forme de disette, puisque Cérès, la déesse de l'agriculture, elle est à côté d'Amicus. On va certainement nous restreindre, même au niveau de certaines énergies, des énergies fossiles, etc. Plein de choses. Maintenant, ne pas avoir peur. Mm. Être, être vraiment aussi à l'écoute, prévoir les choses, les prévoir et être prudent, mais être aussi dans l'action. Et c'est une prudence. Quand je dis prudence, je veux pas dire non, non, restez chez vous avec le chat qui ronronne sur les genoux. Laissez faire, laissez-les faire, là, laissez continuer. Si tout le monde avait aussi un peu plus la foi, mais la foi, c'est-à-dire s'éloigner du plan matos pour aller vers philos, parce que en ce moment le plan matos, donc avec Uranus dans le Capricorne, excusez-moi, dans le Taureau, il va falloir envisager justement tout ce qui est domaine du matériel différemment. Le proposer, le partager, mais différemment, avec un éveil. Uranus est un éveil christique aussi, hein, parce qu'il pousse dans des extrémités, il pousse pour qu'on prenne conscience. Moi, effectivement, ce que vous avez dit, j'ai l'impression que la conscience, on nous tire comme des moutons. Puis, oui, oh, on nous a pas encore coupé les pattes. Bah, ça va pas tarder, hein. Si on continue à se laisser emmener comme ça dans des wagons à bestiaux, c'est exactement ça. On se laisse prendre, monter dans des wagons à bestiaux. Alors, si ça éclate, moi, je pense qu'avec la Lune où elle est positionnée, ça va éclater. Comme dirait Rambo, ça va péter, colonel. Mm. Il y a, D'accord. ah bah oui, il y a des choses trop précises là. Mm. Plus, Alors, on arrive à la fin de cette interview. Claude Jarry-Desloges, je rappelle que vous êtes astrologue, psychologue, sophrologue, formatrice et consultante spécialiste des astéroïdes. Vous nous avez fait le thème pour 2025, qui est pas très reluisant, mais bon, c'est pas la peine de cacher la vérité à ceux ah, qui nous regardent, au moins qu'ils prennent leurs dispositions. Euh, donc, Claude, vous faites des thèmes astro pour les personnes qui ont besoin d'un peu d'éclairage sur leur vie, savoir où elles en sont. Donc, on peut vous contacter de quelle façon? par Par email? Je mettrai euh, le lien sous la vidéo, vos coordonnées. pratique parce que par téléphone, je réponds pas au téléphone. Oui. C'est nuisible et tout, mais je réponds pas. Et puis oui, effectivement, parce que c'est quand on est dans des périodes comme ça chaotiques où on n'a pas de repères, il n'y a pas de repères. Et ben de savoir comment, d'après euh, notre bilan, enfin d'après notre charge d'âme, etc., comment on peut avancer avec les lunes, parce que les lunes, c'est hyper précis. Il y a des lunes qui vont être contradictoires à des actions. Donc c'est tout le métier de donner des repères pour avancer et de soutenir, surtout de soutenir de montrer la lumière qui est dans chaque personne, pas remettre la tête dans le seau, surtout pas, mais de développer tous les potentiels et de les coacher, quoi. C'est du coaching, hein, de faire un thème avec tous ces corps célestes et tout. Et Donc, puis, ça, bah, c'est un exercice qui prend environ 2 heures, oh, euh, au moins 2 heures. Donc, oh, vous aurez le mail là, qui va s'afficher sur la vidéo pour contacter Claude Jarry-Desloges
pour organiser, donc connaître aussi les conditions de ce thème astral, si vous voulez avoir un petit peu plus de clarification sur la situation, votre situation personnelle. Donc c'est un exercice qui est assez intéressant que j'ai fait moi-même avec Claude. Donc je recommande aux téléspectateurs de faire, si vous voulez débroussailler un petit peu certaines choses, parce qu'on est dans une période un petit peu compliquée et difficile. Et 2025, je pense que ça va être pratiquement pire que 2024. Donc autant se préparer. Et donc voilà. Vous voulez nous laisser un dernier mot, Claude? Oui, c'est très bien de moi j'adore effectivement mon métier, de consultante et cetera, mais surtout la comme je le fais avec la liberté d'explorer tous les possibles, d'un ciel, quoi. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de donner la formation à d'autres personnes. Il y a plein de gens qui peuvent aussi, entrer dans cet enseignement. Alors évidemment, au départ, on va tabler sur, des ateliers le plus explicatifs possible, mais en une année, je vois mes étudiants et cetera, comment ils peuvent devenir avec cette méthode, qui est, une méthode, en fin de compte, pas si compliquée que ça du tout, ils peuvent devenir eux-mêmes aussi astropsychos. Et ça, mon but premier, c'est effectivement de donner des repères et former des gens pour qu'ils puissent aussi donner des repères à d'autres personnes. Plus D'accord. Donc les personnes qui sont intéressées par l'astrologie psycho peuvent aussi vous contacter, vous faites des stages, j'imagine? oui, des ateliers par Zoom toutes les semaines, D'accord. des programmes. Ok. Alors, bah, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir en interview, Claude Jarry Desloges. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Et puis bon courage et surtout, même pas peur, hein. Même pas peur pour tout le monde, hein. C'est une création diabolique, la peur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.